Bien, mesdames et messieurs, chers amis, chers camarades, j'ai le grand plaisir et l'honneur d'ouvrir cette journée de réflexion et d'échange à l'occasion du 20e anniversaire de notre Fondation Gabriel Péri. Mon intervention traitera essentiellement de cet anniversaire, puis je ferai une brève transition avec le thème de notre colloque. C'est donc le 22 juillet 2004 qu'est paru le décret approuvant les statuts de notre fondation et la déclarant d'utilité publique. La fondation a été créée par le Parti communiste français avec l'objectif de contribuer au débat public en aidant à une meilleure compréhension des bouleversements caractérisant notre époque. Dans cette perspective, la Fondation se veut un lieu de dialogue, d'échange et d'approfondissement de la réflexion entre les milieux de la recherche et le monde militant, politique, syndical ou associatif. Pour être utile et fécond, ce processus est respectueux, bien sûr, de l'indépendance et de la liberté d'expression de chacun. La Fondation a aussi pour mission la valorisation scientifique des archives ainsi que du patrimoine politique et culturel du Parti communiste français. La reconnaissance d'utilité publique dont elle bénéficie lui ouvre le concours de fonds publics pour son financement. Ce qu'il en subsiste aujourd'hui est une subvention du Premier ministre qui, il faut le rappeler et ne pas s'y résoudre, a nettement diminué au fil du temps. En fait, l'ensemble de nos ressources publiques ne sont plus que le tiers de ce que nous recevions à l'origine. Dans le cadre de cette intervention, il n'est évidemment pas question de donner une vision complète des multiples initiatives organisées au cours de ces 20 années ou des multiples thématiques sur lesquelles la Fondation a travaillé. Je procéderai de manière plus synthétique en revenant sur 5 thématiques qui, à mon sens, ont dominé nos activités. La première est celle de la crise de la politique, dans laquelle nous sommes aujourd'hui pleinement immergés. Évidemment, dans la situation présente, cette thématique peut apparaître comme une évidence. Mais cela fait longtemps que la Fondation travaille ce sujet et met en exergue les risques majeurs que porte ce processus de dégradation structurelle de la démocratie. À titre d'exemple, le thème retenu pour le colloque qui avait marqué notre 10e anniversaire, donc en 2014, était crise de la politique, quels nouveaux enjeux? Il y a 2 ans, en mars 2022, nous avons organisé un colloque passionnant intitulé « Les classes populaires à l'écart du politique ». Je veux également citer le débat tenu à l'Agora de la dernière fête de l'Humanité avec notre revue La Pensée sur le thème « Que reste-t-il du vote populaire ?» Par bien des aspects, notre colloque d'aujourd'hui est lié à tout ce travail, comme il est lié au séminaire qui a duré près de 3 ans, car perturbé par le Covid, consacré à l'évolution de la structure sociale de la France contemporaine. La deuxième thématique est celle des évolutions du capitalisme au travers des crises multiples, économiques, sociales, écologiques, qu'il connaît, et de la crise systémique qui le traverse. Dès 2007, nous nous sommes intéressés à la question du marché et à ses contradictions. De 2012 à 2014, le séminaire La pensée alternative en économie, ouvert notamment par Paul Boccara, nous a permis d'approfondir la question de l'issue à la crise systémique. Plus récemment, avec le séminaire Capitalisme vers un nouveau paradigme, organisé en coopération avec la revue Économie et Politique, nous avons actualisé notre approche en insistant notamment sur la modification du rôle de l'État dans une mondialisation de plus en plus marquée par les antagonismes entre puissances. D'un certain point de vue, la récente élection de Donald Trump est l'expression de cette réalité nouvelle. La troisième thématique est celle de l'alternative. La production de la Fondation est riche en ce domaine et ce n'est pas le fait du hasard. Notre mission est aussi de contribuer à la réflexion et à l'élaboration concernant les objectifs et les conditions d'une transformation en profondeur de la société.
C'est pourquoi cette partie fera l'objet d'un développement particulier. Nous avons travaillé sur de nombreux aspects de cette question que je vais mentionner sans chercher là encore à être complet. C'est le cas en ce qui concerne les enjeux d'un nouveau mode de développement dans un processus de dépassement du capitalisme. Dès 2010, nous avons organisé avec la revue Recherche internationale et la STS un séminaire intitulé « Développement durable, changement climatique et avenir de la planète ». Avec la séance intitulée « Le capitalisme vert, une réponse à la crise écologique », il y avait bien sûr un point d'interrogation, dans le cadre du séminaire sur le capitalisme évoqué plus haut, nous avons dénoncé l'imposture du capitalisme vert et du greenwashing. En 2021, nous avons publié un numéro de notre revue Silomag, dont le titre était « Vers une civilisation écologique », où nous avons abordé de multiples questions, dont celle de la transformation des systèmes productifs. Nous avons tenu de nombreuses initiatives sur la question de l'énergie. Du séminaire commencé en décembre 2005 et intitulé « Énergie et développement, un enjeu de civilisation », jusqu'à l'important colloque international organisé en 2023 au Palais du Luxembourg, consacré à l'énergie, bien commun de l'humanité, la Fondation a multiplié les initiatives sur cet enjeu essentiel. Ce fut le cas également sur les enjeux de l'industrie, thématique qui fait aujourd'hui l'objet de beaucoup de discours, avec néanmoins les résultats qu'on constate chez Michelin ou Sanofi, alors que pendant des décennies, parler de politique industrielle était considéré comme un gros mot dans les sphères officielles. De 2012 à 2014, nous avons même travaillé sur une question déterminante que la classe dominante a complètement abandonnée, avec le séminaire « Comment réinvestir la notion de progrès ». Nous avons aussi beaucoup travaillé sur le travail, sur son importance majeure dans la vie sociale, sur ses profondes mutations, sur la question de ses finalités, sur les aspirations du salariat d'aujourd'hui, sur la nécessité impérieuse de nouveaux pouvoirs démocratiques. La Fondation a organisé un grand nombre d'initiatives sur ces thèmes. Du séminaire sur le nouveau salariat du capitalisme informationnel en 2005, jusqu'à la rencontre sur les transformations productives et les évolutions du monde du travail au printemps 2024, en passant par la carte mentale sur le travail, publiée dans le premier numéro de Silomag. Loin de s'être atténuée, loin d'avoir disparu, la contradiction entre le capital et le travail reste un élément majeur de l'évolution des sociétés. C'est pour cette raison que la Fondation a toujours été active pour faire connaître et pour expliciter les motivations et les ressorts des mouvements sociaux. Des luttes pour l'emploi et l'industrie, à la bataille pour les retraites ou le droit du travail, nous avons toujours tenu à apporter notre contribution, originale en tant que Fondation Gabriel Péri, ou dans le cadre des débats des 7 fondations, avec la Fondation Copernic, l'Institut Tribune Socialiste, la Fondation pour l'écologie politique, la Fondation pour un autre monde, Espace Marx et la Fondation La Boétie. Nous avons été présents aussi sur la question de l'enseignement, avec plusieurs initiatives marquantes, ainsi qu'un numéro de Silomag en 2018, intitulé « École, l'urgence de l'égalité » et de nombreux articles dans La Pensée, dont certains ont été particulièrement remarqués. Nous avons été présents encore sur les questions de la santé, avec notamment un séminaire international organisé en novembre 2017, en partenariat avec les cahiers de la santé et de la protection sociale, dont le titre « Le droit à une protection sociale pour tous les peuples » démontre l'ambition. La question de l'égalité entre les femmes et les hommes tient évidemment une place majeure dans la réflexion sur les alternatives. Dès 2008, la Fondation a organisé, avec l'initiative féministe pour une autre Europe, un séminaire qui a duré 3 ans sur le thème « Le pouvoir a-t-il un sexe ?». Citons également le séminaire « Citoyenneté des femmes, enjeux et défis pour la démocratie » en 2013-2014, ou encore le numéro de Silomag en septembre 2021, intitulé « Féminisme, extension du domaine des luttes », qui a abordé les principaux débats présents dans le combat féministe d'aujourd'hui. Notre 4e grande thématique est celle des enjeux internationaux. Dès l'origine,
nous avons considéré que la Fondation devait se donner les moyens d'une réflexion portant sur les enjeux internationaux et européens. En 2008, à l'initiative de Robert Hue, qui fut le premier président de la Fondation jusqu'en 2012, et d'Amath Dansokho, militant éminent du combat pour la décolonisation en Afrique, secrétaire général du Parti de l'indépendance et du travail du Sénégal et membre de notre conseil d'administration à l'époque, nous avons organisé le premier colloque de Dakar. Celui-ci a permis à des universitaires ainsi qu'à des responsables politiques, syndicaux et associatifs africains, français et européens d'échanger leurs expériences et leurs réflexions pour le développement de relations de coopération et pour la rupture avec les rapports de domination et d'exploitation qui ont marqué notre histoire commune. La situation catastrophique actuelle de la France sur le continent africain montre la pertinence de notre démarche. Tout au long de nos 20 ans d'existence, nous avons tenu 6 éditions de ce colloque qui a rassemblé jusqu'à 23 pays d'Afrique, y compris de l'Afrique anglophone. Les derniers ont été organisés en coopération avec la Fondation Rosa Luxembourg. Nos initiatives internationales ont concerné également d'autres continents. Nous avons établi des relations de réflexion et de travail communs avec un réseau d'universitaires américains progressistes. Même chose avec des dirigeants de partis communistes ou d'organisations d'Amérique latine, notamment en Colombie ou au Brésil. Même chose encore en Asie. Je veux mentionner par exemple les relations de travail avec le Parti communiste vietnamien et celles avec l'Institut pour l'histoire et la littérature du Parti communiste chinois, dans lesquelles Dominique Barry et Jean-Numa Ducange ont joué un grand rôle. Nous avons été également très présents pour la paix au Proche-Orient et pour la reconnaissance de l'État de Palestine. Plus globalement, nous suivons de près les bouleversements profonds qui marquent les rapports de force et donc les relations entre les différents pays et les différentes régions du monde. Nous sommes notamment très attentifs à la montée en puissance de ce qu'on appelle les BRICS+, qui représentent désormais 36% du PIB et 45% de la population mondiale face au déclin relatif des États-Unis et de l'Europe. Ces bouleversements ont une importance majeure pour notre avenir. Dans cet ensemble, je veux traiter de manière particulière notre travail concernant la construction européenne. Il n'y a pas une seule allée où nous n'ayons pris d'initiative en ce domaine. La construction européenne est désormais partie intégrante de notre vie quotidienne et par conséquent de la vie économique, sociale et politique de notre pays. Il m'est donc difficile de mentionner les différents séminaires, colloques ou rencontres que nous avons organisés à ce propos et pour lesquels Francis Wurtz, qui est dans la salle et que je salue, nous a apporté un concours précieux. Je me limiterai à celui de 2010, intitulé « L'Europe et la gauche en crise », et à ceux que nous avons produits dans la dernière période, avec l'ouverture d'un séminaire sur les extrêmes droites en Europe, qui a déjà tenu 2 séances, ou encore avec la conférence organisée par la Fondation et Transform Europe sur le thème « Quel avenir pour les services publics en Europe ? Le cas de l'énergie et du transport ». La 5e et dernière thématique que je souhaite mettre en exergue est celle de la paix, avec la nécessité absolue de faire prévaloir la logique de négociation sur la logique d'affrontement, afin de dégager des solutions pacifiques pour les différents conflits en cours. La Fondation a déployé beaucoup d'efforts en ce domaine. En 2017 et 2018, avec notre séminaire « Construire la paix, déconstruire et prévenir la guerre », nous avons accumulé de précieux matériaux pour la réflexion et l'action grâce aux auditions d'acteurs et de chercheurs particulièrement compétents et mobilisés sur ces questions. Dans la suite de ce séminaire, le colloque international organisé sous le même intitulé et en partenariat nous a permis de porter en avant le concept de droit à la paix, reconnu après des décennies de discussions par l'Assemblée générale des Nations unies en 2016. L'évolution particulièrement dangereuse de la situation internationale au cours des dernières années, avec notamment la guerre en Ukraine et le conflit du Proche-Orient qui a atteint des sommets dans l'horreur, confère une valeur particulière à ces travaux. Comme je l'ai mentionné plus haut, l'autre grand volet des responsabilités de la Fondation
et de promouvoir la valorisation scientifique des archives du Parti communiste français et plus globalement du mouvement ouvrier. Compte tenu du travail considérable qui a été réalisé en ce domaine, je m'en tiendrai à évoquer quelques têtes de chapitre de cette activité. L'une de nos réalisations les plus essentielles est la numérisation des revues du Parti communiste en coopération avec l'Université de Bourgogne. Les collections d'économie et politique, des cahiers du communisme ou encore de la Nouvelle Critique sont désormais à disposition des chercheurs ou du monde militant sous une forme facilement accessible. Ce travail de numérisation a également concerné les archives de direction du parti et notamment les comptes rendus du bureau politique et du secrétariat du comité central sur la période 1944-1979. Chacune et chacun peut apprécier l'intérêt historique et politique de tels matériaux. Le Parti communiste français est le seul parti à s'être engagé dans cette démarche de transparence. Cela mérite d'être souligné. Je veux tout particulièrement remercier Serge Volikoff et Jean Vigreux qui ont coordonné et animé ces travaux. En lien direct avec cet apport à la réflexion historique, la Fondation organise depuis plusieurs années un atelier sur l'histoire du Parti communiste français. Depuis 2018, ce séminaire a tenu 28 séances, que je ne peux évidemment pas lister. Je vous conseille simplement d'aller consulter le site internet où vous pourrez en retrouver les vidéos. Je veux néanmoins souligner que nous avons célébré l'année dernière la mémoire de Gabriel Péry, dont nous sommes fiers de porter le nom, à l'occasion du 80e anniversaire de son assassinat par les nazis. Nous avons également organisé un grand colloque au Palais du Luxembourg consacré à l'affiche rouge et les FTP-MOI, quelques jours avant la panthéonisation de Missak et de Méliné Manouchian. C'était au début de cette année. Je souhaite également évoquer les multiples rencontres, séminaires et colloques organisés par la Fondation sur le marxisme et sur les philosophes dont la pensée peut être mise en relation avec ce dernier. Nous avons, par exemple, été à l'initiative, en décembre 2016, d'un colloque sur l'œuvre de Lucien Sèvres. Dans la même logique, la Fondation est depuis l'origine partenaire avec les éditions sociales et l'association GEM de la grande édition Marx Engels, qui publie en langue française des éditions critiques des textes de Marx et d'Engels à partir de traductions réactualisées. Nous sommes partenaires aussi des rencontres d'histoire critique de Gennevilliers avec les cahiers d'histoire et avec la ville. Et surtout, ne l'oublions pas parce qu'elle est magnifique, la Fondation a organisé une exposition d'affiches du Parti communiste français à l'occasion de son centenaire. Vous pouvez encore la voir en consultant le site. Pendant ces 20 années, la politique éditoriale de la Fondation a été particulièrement riche. La grande majorité de nos initiatives ou des thématiques que nous avons abordées a fait l'objet d'une note thématique ou encore d'actes de séminaires ou de colloques. Nous avons également publié des contributions particulièrement utiles au débat. Parmi toutes celles qui existent, je veux mentionner par exemple le petit ouvrage très éclairant de Daniel Gaxi intitulé « Sondage mode d'emploi ». Depuis 2009, nous avons la fierté d'être devenus éditeurs de la revue La Pensée, dont la qualité ne s'est jamais démentie tout au long de son histoire. N'oublions pas que La Pensée a été créée en 1939 par Paul Langevin et Georges Cognot. Je veux remercier les directeurs de la revue qui se sont succédés et ont permis le nouvel intérêt qu'elle suscite aujourd'hui. Il s'agit d'Antoine Casanova, de Claude Gindin et actuellement de Stéphane Bonnery. Je veux également remercier tous les contributeurs et membres du comité de rédaction, ainsi que Claude Salini, qui assure tout l'arrière-plan technique. Le nouvel intérêt dont je parle s'est par exemple manifesté à l'occasion de la sortie, il y a 2 ans, d'un numéro consacré au relativisme dans les sciences, qui a fait l'objet d'une diffusion assez remarquable, en direct ou sur la plateforme Cairn. Nous sommes par ailleurs éditeur des cahiers de la protection sociale et de la santé, dirigés par Michel Limousin. Et nous publions depuis maintenant 7 ans la revue numérique Silo
que j'ai beaucoup cité, qui nous permet de faire connaître des contributions passionnantes sur des thématiques particulièrement prégnantes dans la bataille des idées. Avec notre jeu Coco Quiz, dont une nouvelle édition sous forme physique vient de paraître et qui est en vente dans le hall. Ce Coco Quiz qui paraît aussi tous les mois dans la lettre de la Fondation sous forme numérique, nous voulons fournir des éléments de connaissance à un public plus large. Pour réaliser le travail considérable que j'ai essayé de décrire, notre conseil d'administration peut s'appuyer sur les réflexions et propositions d'un conseil scientifique pluridisciplinaire qui compte en son sein des chercheurs et des universitaires de très haut niveau. Je souhaite rendre hommage aux 2 présidents de ce conseil qui se sont succédés. Tout d'abord, le regretté Michel Vauvel, de 2004 à 2009, qui fut un éminent historien. Et depuis 2009, Serge Volikov, tout aussi historien et tout aussi éminent, qui anime avec la finesse qu'on lui connaît le travail de cet organisme essentiel de la Fondation. Je veux saluer également l'importante contribution de Daniel Sirera, qui est depuis l'origine le secrétaire de notre conseil scientifique. Je veux également remercier pour leur apport considérable les membres du conseil d'administration qui se sont succédés depuis 2004, et parmi eux les 2 vice-présidents qui m'ont remplacé à cette responsabilité, Francis Wurtz, dont les réflexions nous ont toujours été précieuses et qui est dans cette salle, je le remercie, et Guillaume Roubaud-Kouachi, qui est aussi dans cette salle, dont les qualités sont si grandes qu'il devrait, selon toute probabilité, assumer des responsabilités plus importantes d'ici quelques jours. Je respecte la capacité de décision du futur conseil d'administration. Je veux également saluer le travail considérable de Fabienne Pour, qui est notre trésorière depuis l'origine de la Fondation, et ça n'est pas une sinécure. Je souhaite aussi souligner l'apport essentiel de notre petite équipe permanente. Petite équipe, car elles ne sont que 3,5. Mais elles jouent un rôle déterminant pour nous permettre de mobiliser le réseau de contributeurs et de contributrices qui constitue la Fondation. Dans cette équipe, je tiens à rappeler le rôle considérable qui fut celui de Michel Mazot, qui a assumé les fonctions de directeur de 2004 à 2020. Michel nous a quittés prématurément en 2021. Ce fut le cas plus récemment de Jacques Rodriguez, qui a été longtemps responsable de l'administration de la Fondation. Je veux saluer aussi Dominique d'Ambreville, qui heureusement est bien parmi nous, lui, et qui a contribué à notre gestion financière. Dans notre équipe actuelle, je tiens à saluer tout particulièrement le travail impressionnant effectué par Louise Gaxi, qui est notre directrice depuis 2020. Elle apporte un dynamisme et une créativité précieuses pour le rayonnement actuel et futur de la Fondation. Merci à toi, Louise. Comme notre équipe n'est pas nombreuse, il est possible de la citer nommément. Je vais le faire par ordre d'arrivée à la Fondation. Il s'agit de Tania Raymond, chargée de mission, de Christelle Lemoin, qui travaille notamment sur les questions internationales, de Claudine Demaison, qui est certes à la retraite depuis quelques mois, mais qui vient nous aider quand c'est nécessaire, de Myriam Massou, qui assure le secrétariat et l'administration. Merci à vous toutes, merci à chacune, et merci encore plus à vous et à Louise pour l'organisation de ce colloque. Je crois qu'on peut les applaudir. Pour terminer, c'est le mot essentiel, je souhaite en guise de transition dire quelques mots de notre colloque qui porte sur les fractures, mais aussi sur les convergences possibles dans les milieux populaires et dans le monde du travail. Je veux tout d'abord remercier les intervenantes et intervenants qui ont accepté de nous apporter leur contribution. Parmi eux, je veux remercier tout particulièrement Fabien Roussel, car sa présence tout à l'heure illustre l'intérêt que le Parti communiste français porte à la fondation qu'il a créée. Sur le fond, les enjeux des questions que nous voulons traiter sont déterminants pour l'avenir. C'est d'ailleurs aussi pour cette raison que nous avons choisi la thématique des milieux populaires pour la première attribution, tout à l'heure, du prix de la Fondation. En effet,
Les évolutions idéologiques et politiques de ces dernières décennies, en France comme en Europe et dans de nombreuses régions du monde, sont extrêmement préoccupantes. Elles ont été confirmées et aggravées par les résultats de la récente séquence électorale que nous avons connue en France, mais que nous venons de connaître aussi aux États-Unis. Elles démontrent à quel point la distance qui s'est établie entre les milieux populaires et la gauche, et a fortiori entre les milieux populaires et le courant communiste, est porteuse de graves dangers, au sein de chaque pays, comme dans les relations internationales. Plus encore, ces évolutions obèrent toute perspective de transformatrice et émancipatrice, fondée sur le dépassement d'un système capitaliste pourtant plus nocif et parasitaire que jamais. Il s'agit pour nous de mieux comprendre les facteurs de division, d'émiettement et d'opposition présents afin de les dépasser. Il s'agit d'être à l'initiative pour favoriser les convergences et pour faire émerger une conscience de classe correspondant au monde du travail d'aujourd'hui et aux enjeux contemporains. Autant de questions clés pour convaincre, mobiliser et rassembler. C'est évidemment une thématique ambitieuse, mais elle est incontournable. Pour la Fondation, à l'occasion de ses 20 ans, c'est une manière d'illustrer par l'exemple son rôle et son utilité. Je nous souhaite donc à toutes et tous une journée passionnante et fructueuse. Longue vie à la Fondation Gabriel Péri.